Bonjour à vous, mon nom est Claudia Rainville, je suis fondatrice de l'approche en métamédecine. Peut-être que le mot métamédecine ne vous dit pas quelque chose. Alors, pour vous expliquer un peu, je vous dirais que la métamédecine, on pourrait la définir comme la partie féminine de la médecine, dans ce sens que les consultants en métamédecine ne posent pas de diagnostic, ne prescrivent pas de médicaments et ne se substituent en aucun temps à un praticien du corps médical. Mais en métamédecine, l'emphase est mise sur l'écoute. L'écoute en profondeur des causes qui ont donné naissance, que ce soit aux symptômes, que ce soit à la maladie. L'image que je pourrais vous donner, ce serait l'image d'un iceberg. C'est-à-dire que la médecine plutôt masculine s'intéresse à la partie émergée, c'est-à-dire ce qui est mesurable. Tandis que la métamédecine, elle, va s'occuper de la partie immergée, c'est-à-dire de ce qui n'est pas conscient ou qui est inconscient. Alors, je pourrais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre la différence. Prenons par exemple une personne qui se présente chez son dentiste pour des douleurs à la 15 et à la 16. Et ces douleurs elle a essayé des médicaments pour la soulager et rien n'y fait. Alors le dentiste lui propose à ce moment-là un traitement de canal ou une dévitalisation de ses deux dents. Après les soins de dévitalisation ou de traitement de canal, cette personne, elle a encore des douleurs aux dents, mais encore des douleurs ça continue de lui faire mal. Alors le dentiste, lui propose de lui retirer complètement ses deux dents, 15 et 16. Mais à un moment donné, elle a comme un doute et elle se dit, attends, pourquoi je continue à avoir aussi mal? Donc, vous voyez, dans la médecine masculine, on va chercher des solutions pour supprimer les symptômes, supprimer la douleur, supprimer les tumeurs. Tandis qu'en métamédecine, eh bien, ce qu'on va chercher, c'est plutôt la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui a donné naissance à ces douleurs, à ces dents. Alors, en métamédecine, on va utiliser des clés. Alors, les dents, ça sert à mordre dans nos aliments. Donc, ça représente aussi mordre dans des choix, des décisions. Si nous regardons la 15, qu'est-ce que représente la 15? La 15 représente ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, ça peut être autant mes enfants, mon animal, ça peut être mon entreprise, ça peut être mon temps aussi, du temps que j'ai pour moi. Tandis que la 16 va concerner plutôt mes relations avec le masculin, souvent avec une personne donc d'autorité, mais de sexe masculin. Ça peut être le père, ça peut être le grand-père, ça peut être un tuteur, un professeur, mais ça peut être aussi un grand frère, ça peut être le mari, ça peut être aussi un fils. Même si, je dis, figure d'autorité masculine, ça ne veut pas nécessairement dire quelqu'un de plus âgé que moi. Mon fils peut être plus jeune que moi, mais peut représenter une figure d'autorité, même si je suis sa mère. Alors, j'ai reçu cette personne en consultation et à partir de ces clés, je l'ai interrogée pour savoir quand ça a débuté ces douleurs aux dents. Et elle me disait que ça faisait à peu près 6 mois
Alors, je lui ai demandé, il y a 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé de particulier dans ta vie par rapport à quelque chose qui t'appartient, peut-être par rapport à une figure masculine. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Alors, c'est là qu'elle m'a parlé que son mari rêvait, depuis qu'il était enfant, d'avoir un chien. C'était son rêve à lui d'avoir un chien. Mais le problème, c'est que c'était pas son choix à elle. Mais c'est elle qui se retrouvait à aller promener le chien, à ramasser ses excréments, à nourrir le chien. Et elle vivait tellement de colère envers son mari parce qu'elle disait c'était son choix. Mais c'est moi qui dois assumer les conséquences de son choix. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui m'appartient? Et quand je lui demandais, mais tu te sens comment là-dedans? Elle me dit, je le vis un peu comme une injustice. Je le vis comme une injustice parce que, tu vois, avant ce chien-là, moi, je me suis occupée de mes parents qui étaient vieux. Et quand mon père est mort, eh bien, après ça, là, j'avais le sentiment d'avoir retrouvé mon autonomie. Mais avec ce chien-là, c'est comme si j'ai complètement perdu mon autonomie. Alors, voyez-vous, toute cette colère, mort dans des décisions, des choix, eh bien, il y avait beaucoup de colère par rapport à un choix qu'elle sentait que son mari lui avait imposé. Alors, après en avoir discuté, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, elle en a discuté avec son mari. Elle lui a dit, écoute, je comprends que c'était ton rêve d'avoir un chien, mais ce que tu réalises pas, c'est que finalement, pour satisfaire ton rêve, c'est moi qui y perds mon autonomie. Je peux plus m'éloigner une journée parce qu'il y a le chien, on peut plus rien faire à cause du chien. Alors, son mari a dit, bon, écoute, je vais trouver des solutions. Je vais aller le promener le matin avant de partir au travail pour lui faire ses besoins. Je vais m'occuper de le nourrir et quand je vais revenir, je vais le promener à nouveau. Alors, je vais m'occuper du chien. Et après qu'elle a eu cette discussion avec son mari, tiens, les douleurs ont disparu. Alors, vous voyez la différence entre travailler en médecine, ce qui ne veut pas dire que la métamédecine est mieux. Surtout, ne pensez pas ça. Mais la métamédecine devient très complémentaire à la médecine. C'est-à-dire que quand on a intervenu et que les douleurs, les symptômes continuent, eh bien, la métamédecine peut aider. Alors, bien sûr, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, faire une petite introduction sur le travail que je fais en métamédecine. Aujourd'hui, je vais vous aborder par rapport à un sujet que beaucoup de personnes vivent. Est-ce que je m'auto-sabote? J'ai entendu tellement de fois dans mes séminaires des personnes me dire « Je sais que je m'auto-sabote, mais je ne sais pas pourquoi et encore moins comment m'en libérer. Mais je suis consciente que je m'auto-sabote. » Alors, si par exemple on observe que notre vie est un peu comme en dents de scie, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai une réussite, peu de temps après, il m'arrive une petite catastrophe ou un échec. Et c'est chaque fois comme ça. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je m'auto-sabote? Si oui, comment? Est-ce que c'est dans mes relations de couple ou affectives? Par exemple, je débute une nouvelle relation et dès que ça commence à bien aller,
inconsciemment, je crée un conflit pour que ça s'arrête. Alors je me dis, pourquoi est-ce que je sabote mes relations affectives? Je suis consciente que je sabote mes relations affectives, mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas comment m'en libérer. Ça peut être aussi sur le plan du travail. Par exemple, je monte un beau projet. Un projet qui me tient à cœur, qui me passionne. J'y mets toute mon énergie, je suis enthousiaste à mon projet. Et quand ça commence à bien aller, que je commence à rencontrer le succès, tiens, voilà que les tuiles arrivent. Une tuile après l'autre, et ça m'amène à vivre tellement de difficultés et parfois à devoir renoncer à ce projet qui me tenait pourtant tellement à cœur. Ça peut être parfois aussi sur le plan financier. J'observe que chaque fois que je reçois un surplus d'argent, c'est immanquable. La voiture pose des problèmes, puis le surplus que j'avais là, je dois le dépenser en réparation. Réparation de la voiture ou réparation de la maison, c'est immanquable. C'est comme si je ne peux jamais avoir de surplus. Et je me dis, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, s'il y a beaucoup de façons dont on peut s'auto-saboter, il peut y avoir aussi différentes raisons d'une personne à l'autre. Et ces raisons peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Alors, si on prend par rapport à nos relations affectives, eh bien, il est possible qu'on a vécu une relation de couple dans laquelle ça nous a laissé meurtris. Et on a pu en conclure qu'aimer égalait à souffrir. Et on n'est pas conscient qu'on a peur de souffrir. Donc, comme on a peur de souffrir, on a peur d'aimer. Parce que aimer équivaut à souffrir. Donc, chaque fois que je sens que je commence à m'attacher à une personne, je vais créer un conflit pour arrêter la relation. Parce que c'est un peu un mode de protection. C'est-à-dire, si je l'aime pas trop, ça va me faire moins mal de la quitter ou de le quitter maintenant que si je m'attache trop à cette personne. Donc, cet auto-sabotage peut provenir de la peur d'aimer, qui est en fait la peur de souffrir. Ça peut être aussi que on a été très déçu dans une relation de couple. On s'était investi corps et âme dans cette relation de couple, on s'était remis en question, on était prêt à travailler sur nous-mêmes. On a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes dans cette relation de couple. Et finalement, cette personne qu'on aime nous annonce que elle n'a rien à nous reprocher. Non, elle nous trouve formidables, elle nous aime, mais elle n'a pas envie de continuer avec nous. Elle ne sait plus où elle en est, elle est mêlée dans sa tête, elle a rencontré une autre personne, mais il n'y a rien de sérieux. Et finalement, la relation se termine et on est tellement déçus parce qu'on avait tellement mis d'espoir dans quand enfin c'était la bonne personne, on avait tellement mis d'espoir. Et tout s'est terminé et on est resté avec une telle déception. Alors on a peur d'être déçu. Alors parfois on n'est même pas agréable avec quelqu'un qui vient vers nous. Parce que c'est un peu comme si on dit, pour plus être déçu, je ne veux plus rien commencer. J'ai appris à être seule, j'ai appris à être bien comme je suis. Bon, ok, je veux bien sortir un soir, mais m'attacher, c'est terminé. Et voilà qu'on se retrouve
à rencontrer quelqu'un qui nous plaît. Et on veut prendre une chance. Mais là, dans notre peur d'être déçu, on commence à auto-saboter la relation. C'est quelques exemples que je vous donne. Ça peut être sur le plan financier, comme je le disais. Sur le plan financier, si on a toujours vu nos parents qui se sont toujours serré la ceinture, si par exemple on a entendu notre mère ou encore nos parents nous dire tous les sacrifices que je fais pour vous élever ou tous les sacrifices que votre père et moi ont fait pour vous élever, on a pu comprendre que avoir plus que nos parents, c'est pas juste. Eux, ils se sont sacrifiés une grande partie de leur vie pour nous élever. Alors peut-être qu'on ne se donnera pas le droit à l'abondance. On ne se donnera pas le droit à l'abondance. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque fois qu'on va avoir un petit surplus, on va s'attirer inconsciemment, je le dis bien, c'est pas conscient, on va s'attirer inconsciemment une situation pour que ce petit surplus qu'on avait, eh bien, ça y est, c'est terminé. Il passe en réparation, il passe, soit qu'on va avoir une contravention, par exemple. On peut s'attirer une contravention parce qu'on s'est garé au mauvais endroit et puis ça y est, notre petit surplus qu'on avait reçu, il passe dans la contravention. Une personne me disait, elle me parlait de sa mère et sa sœur qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des vacances. Et elle me disait, j'ai tellement cherché d'où venait mon allergie au soleil. Je comprenais pas. Quand j'étais chez moi, je m'installais sur le balcon, j'avais pas de problème avec le soleil. Mais quand je partais en vacances, c'est immanquable, je développais une allergie au soleil. Et elle comprenait pas d'où venait cette allergie, jusqu'à ce qu'elle fasse le lien avec cet auto-sabotage. C'est-à-dire que pour elle, elle en avait tiré la conclusion qu'avoir plus que les autres, c'était pas juste. C'était pas juste. Elle me disait, parfois, mon allergie au soleil débutait dans l'avion pendant le voyage. Je n'étais même pas rendue en vacances que déjà, j'avais tous les symptômes de l'allergie au soleil. Juste à penser à ma sœur qui ne pouvait pas s'offrir un aussi beau voyage. Mon allergie commençait déjà. Alors, parfois, ça peut être sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'on a des belles opportunités d'avancement, mais soit qu'il arrive que notre enfant est malade, on ne peut pas accepter la promotion qu'on nous offre, ou encore ça peut être qu'il arrive plein de choses, c'est-à-dire on avait eu le poste, mais à la dernière minute, ils ont coupé le poste. Bref, on se rend compte que chaque fois qu'on pourrait avoir une réussite, il arrive quelque chose qui va saboter notre réussite. Je me souviens d'un médecin qui me disait ceci. Il me disait, tu sais, Claudia, moi là, je suis chirurgienne. Je gagne très, très bien ma vie. Mais peux-tu croire qu'un homme qui a gagné plus de 200 000 par année se retrouve en faillite? Peux-tu croire ça? Moi, je ne comprends pas. Comment j'ai pu si bien gagner ma vie et me retrouver aujourd'hui en faillite? Je ne comprends pas. Bien sûr, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait investi dans des actions et les actions ont complètement chuté. Alors, il en a même perdu sa maison. Mais il disait, je suis conscient que
quelque part en moi, a créé cette situation. Je ne sais pas comment. Je sais juste que je le sais que c'est moi qui l'ai créé, cette situation. Mais je voudrais comprendre parce que je voudrais arrêter ça. Parce que je me rends compte depuis des années que chaque fois, soit je m'achète une belle voiture, ça fait pas une semaine, il y a quelqu'un qui me rentre dedans. Je me rends compte. Écoute, c'est pas la première fois. Il arrive toujours quelque chose qui fait que c'est comme si je travaille très fort pour avoir ce que j'ai et je m'auto-sabote de l'autre côté. Alors là, j'en ai assez, je veux comprendre. Alors, je lui ai demandé de me parler de lui quand il était enfant. Si il aurait été peut-être plus valorisé que sa sœur, que son frère. Et c'est là qu'il lui est revenu un événement. Il a dit, c'est drôle, j'ai une image qui me revient. Cette image-là, j'ai peut-être 5 ou 6 ans. Et j'ai un frère que lui a 8 ans. Et on joue avec mon père, il nous envoie le ballon. Et moi, je l'attrape sans difficulté. Tandis que mon frère n'arrive pas à attraper le ballon, il l'échappe à coup sûr. Et là, il y a son père qui se retourne et qui dit à son frère, « Regarde, ton frère qui est plus jeune que toi, lui, il arrive à attraper le ballon. Et toi, t'es même pas capable. » Et il voit son frère qui s'en va un peu triste. Et lui, tout petit, 5 ou 6 ans, vont tirer comme conclusion réussir égale faire souffrir les autres. Quand tu réussis, tu fais souffrir les autres. Donc, il est dans un dilemme. D'un côté, il va travailler très très fort pour réussir. Il a travaillé très fort, il étudiait presque jour et nuit pour ses études. Il a travaillé énormément fort. Mais ce qu'il se donne d'une main, il l'auto-sabote de l'autre. Parce que réussir, c'est faire souffrir les autres. Donc, quand les autres lui disent « T'es chanceux, toi », ben, il peut dire « Pas si chanceux que ça. Ma belle voiture, là, ça faisait pas une semaine que je l'avais, qu'il y en a un qui m'a rentré dedans. Chanceux, ma belle maison? Oui. Parlons-en de ma belle maison. J'ai eu une inondation, tous mes planchers ont levé. Et t'appelles ça chanceux? Voyez, c'est une façon des fois de se justifier d'avoir plus que les autres. Donc, on va dans l'auto-sabotage pour se justifier d'avoir plus que les autres, de connaître l'abondance, la réussite. Alors, comment en sortir? Eh bien, justement, les livres que j'ai écrits, c'est pour ça. Pour vous aider justement à savoir comment sortir de l'auto-sabotage en prenant conscience de ces mécanismes. Est-ce que je me donne le droit à l'abondance? Est-ce que je me donne le droit à la réussite? Alors, si on prend par exemple un exemple, comment s'en sortir? Si j'ai conclu qu'avoir plus que les autres, c'était pas juste, eh bien, pour m'en libérer, je vais revenir au moment où j'ai conclu que c'était pas juste. Je vous donne un exemple personnel. Quand j'étais enfant, ma mère s'est séparée alors qu'elle était enceinte de moi. Donc, mes frères et sœurs ont été placés dans des couvents. Et lorsque j'avais environ 5 ans, j'étais allée dans un couvent voir ma sœur qui avait 1 an de plus que moi. Et quand je l'ai vue dans ce couvent, eh bien, je la voyais avec sa robe de couventine qui était trop grande pour elle. Elle avait les cheveux raides, tout pas bien coupés, avec des bas rapiécés. Moi, devant elle, j'avais un beau petit manteau de velours avec le petit col de dentelle blanc, la petite bonnette de dentelle. Et je la regardais et je me disais, c'est ma sœur.
Et elle a rien, elle a même pas maman. Moi, je grandissais chez mes grands-parents et moi, j'ai tout. Pour moi, c'était comme une grande injustice. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai débuté cet auto-sabotage. J'ai vraiment débuté à m'auto-saboter. Et comment? Eh bien, à l'âge de 6 ans, je me suis retrouvée moi aussi dans un pensionnat avec la coupe carrée, avec la robe de courantine. Et puis, j'étais potelée au moment où j'avais vu ma sœur, tandis que ma sœur était maigrichonne. Eh bien, c'est moi qui est devenue la maigrichonne. Et une grande partie de ma vie, c'était les dents de scie. Chaque fois que j'avais un succès, il m'arrivait un échec. Et je me disais, pourquoi? Jusqu'à ce que je prenne conscience de cet événement. Et là, je suis revenue dans cet événement pour parler à la petite fille que j'étais de 5 ans, pour lui dire que ce qu'elle avait n'enlevait rien à sa sœur. Et que même si elle se rendait malheureuse, ça n'allait rien donner de plus à sa sœur. Et je lui ai aidé à comprendre que chacun, et je parle dans ce livre, que chacun a ce qu'il veut. Chacun a ce qu'il croit qu'il peut recevoir. Chacun a ce qu'il sait mériter et chacun a ce qu'il a besoin dans son évolution. Ma sœur avait besoin de cette expérience. Moi, j'avais besoin de cette expérience. Ma sœur avait besoin de cette expérience peut-être pour croire qu'elle valait plus. Moi, j'avais besoin de cette expérience pour cesser de me sentir coupable d'avoir plus que les autres. Alors, j'ai transformé mon équation par celle-ci. Avoir plus que les autres égale donner le goût aux autres d'avoir. Et un jour, ma sœur, cette sœur-là, m'avait téléphoné pour me dire, tu sais, Claudia, tu es un modèle pour nous. Tu es un modèle pour moi. Tu m'as toujours amené à me dépasser. Et ça confirmait ça. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, eh bien, je vous conseille de lire ce livre. J'ouvre la porte à l'abondance parce que c'est pas un livre de recettes. C'est un livre pour vraiment faire un travail avec nous-mêmes, pour vraiment ouvrir la porte à l'abondance. Et si la métamédecine vous intéresse, vous pouvez visiter notre site www.metamédecine.com où vous pouvez devenir ami sur Facebook avec moi en rentrant Claudia Rainville, Métamédecine France ou selon le pays où vous êtes. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À une prochaine.